Célèbre pour mettre en musique des icônes de la culture populaire, Chantal Goya s'approprie ici, en 1985, le personnage de Félix le chat. À l'époque, Félix appartient déjà au passé, mais c'est encore une figure familière, notamment grâce à la série animée de 1959 qui continue d'être rediffusée. Alors aujourd'hui, en 2020, cette popularité existe toujours, en Asie surtout, mais chez nous elle est plus relative. Notamment auprès des jeunes générations pour qui Félix est une figure floue, qu'ils ont pu éventuellement croiser sur un produit dérivé ou via une référence dans d'autres œuvres. Mais en fait, peu de monde sait qui est vraiment Félix le chat et d'où il vient. D'autant que depuis sa naissance, en 1919, d'autres chats célèbres ont peu à peu dispersé son héritage, et un lui a même pris son nom pour vendre des croquettes. Pourtant, il s'en est fallu de peu pour que l'histoire soit différente, et qu'aujourd'hui encore, la planète idolâtre ce petit chat noir et blanc, au même titre que Mickey. On l'oublie souvent, mais avant que la souris de Disney ne conquiert le monde, c'était bien Félix, la star mondiale du dessin animé. De son ascension fulgurante à sa lente et irrémédiable chute, en passant par les personnalités qui ont fait son histoire, je vais donc vous raconter le parcours passionnant de Félix le chat, le premier personnage de cartoon. Pour comprendre la trajectoire de Félix et son importance dans l'histoire de l'animation, on va se remettre un peu dans le contexte. Je l'ai dit en introduction, la première apparition de Félix date de 1919. Et à l'époque, l'animation, et encore plus le dessin animé, n'en sont qu'à leur balbutiement. C'est un nouveau média, un nouvel art qui est en train de se créer, porté par l'idée un peu folle de faire bouger des dessins sur une pellicule. Mais l'animation est tout de même une pratique qui fascine depuis longtemps, et on peut remonter jusqu'au 19e siècle, avant même l'arrivée du cinématographe, pour découvrir tout un tas d'expérimentations en la matière, comme avec les travaux d'Émile Renaud pour ne citer que lui. Mais c'est bien la démocratisation du cinéma grâce aux Frères Lumière qui va offrir un support rêvé aux animateurs. Et au début du XXe siècle, deux créateurs se distinguent par leur génie en la matière, le français Émile Cole, avec son personnage de Fantoche, et l'américain Winsor McCay, notamment grâce à son chef-d'œuvre Gertie le dinosaure. Et d'ailleurs, ce dinosaure va avoir une influence toute particulière sur la naissance de Félix. Félix, lui, est le fruit de la collaboration entre deux animateurs. D'un côté l'Australien Pat Sullivan et de l'autre l'Américain Otto Messmer. Les deux se sont rencontrés à New York en 1916. Vous allez voir, leur relation et leur rapport à Félix est assez ambigu et aujourd'hui encore sujet à débat, mais disons pour schématiser que Pat Sullivan a été le patron et la figure médiatique du projet, tandis que Messmer était le génie créatif dans l'ombre. Né en 1892 dans le New Jersey, Otto Messmer a très vite été attiré par le dessin, d'abord le dessin comique de presse, très populaire au début du XXe siècle, puis l'animation qu'il découvre dans les années 10, grâce entre autres à la projection en 1914 de Gertie le dinosaure de Winsor McCay. Et c'est comme ça qu'il va commencer à bidouiller dans son coin en essayant de décrypter les techniques utilisées par McCay. Et j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important de comprendre qu'à l'époque, l'industrie du dessin animé n'existe pas et les techniques s'inventent au fur et à mesure. Les productions sont donc artisanales et Winsor McCay était lui-même un bricoleur de l'animation et c'est ça qui rend ses travaux d'autant plus géniaux. Alors des techniques pour faciliter ce travail fastidieux commencent à se faire connaître, mais en tout cas, quand en 1916 Otto Messmer reçoit ses premières commandes, il se lance dans l'inconnu. Pour son comparse Pat Sullivan, son arrivée dans l'animation est assez similaire. En provenance de Londres, après avoir quitté l'Australie, il débarque à New York en 1910. Il se fait une petite place dans le dessin de presse avant de se voir proposer en 1914 un poste dans le studio de Raoul Barré qui est un des grands pionniers de l'animation rationalisée. C'est lui notamment qui a inventé la peg bar ou règle à tenon, ainsi que le slash system, l'ancêtre du cellulo en gros, deux innovations qui vont changer la vie des animateurs. Et c'est dans ce contexte que Pat Sullivan comprend l'incroyable potentiel de l'animation, ce qui l'amène à créer son petit studio dans lequel Otto Messmer est embauché en 1916. Et dès 1917, ils se font remarquer en créant une version animée de Charlie Chaplin, la star incontournable du moment. Mais la belle histoire connaît un premier contretemps avec la mobilisation de Messmer sur le front de guerre en France, tandis que parallèlement, Pat Sullivan, lui, est condamné à de la prison pour viol sur mineur. On en reparlera, mais Pat Sullivan était un personnage problématique.
notamment un alcoolique notoire au passé flou, mais en tout cas cette condamnation pour viol n'entrave pas sa marche en avant. D'ailleurs, il ne fera que 9 mois de prison, et cet épisode sera rarement mentionné de son vivant. C'est ainsi que dès sa sortie, il reprend les rênes du studio et réembauche Otto Messmer à son retour de France. Ils reçoivent rapidement des commandes pour le Paramount Screen Magazine, qui était un programme mêlant actualité et dessins animés, et qu'on projetait dans des salles de cinéma avant les longs métrages. Et c'est dans ce cadre-là que le 9 novembre 1919, Sullivan et Messmer proposent Feline Follies, un film de 4 minutes mettant en scène un chat tout noir aux traits anguleux qui s'appelle Master Tom. Voilà donc la première apparition de Félix. Les spectateurs sont tout de suite emballés par Feline Follies, notamment grâce à son humour. L'influence de Charlie Chaplin et de ses gags burlesques est évidente, mais en plus l'animation permet une fantaisie inimaginable avec des prises de vue réelles. On ne le sait pas alors, mais c'est tout le langage du cartoon qui est en train de se créer ici. Si Master Tom n'est pour l'instant qu'un chat, on devine des caractéristiques anthropomorphiques qui lui ouvrent tout un champ de possibles en matière comique, de construction de personnalité, mais aussi en matière d'interaction avec son environnement. Mais Feline Follies, c'est aussi et surtout l'utilisation décomplexée de transformation et de métamorphose pour changer à sa guise le cours de l'aventure. Et ça, c'est évidemment un des piliers incontournables de l'humour cartoonesque. Mais malgré tout, le film se termine de façon surprenante avec le suicide de Master Tom. Une scène qui présage de la tonalité adulte qu'aura le dessin animé durant ses premières années, mais qui montre aussi que peut-être ce chat n'était pas forcément destiné à revenir sur les écrans. Au bout de 3 films, Master Tom est renommé Félix et sa popularité monte en flèche. La presse en parle et les commandes s'accélèrent pour le studio de Pat Sullivan, qui doit livrer au moins un épisode par mois à Famous Player Lasky, la société qui gère les programmes du Paramount Screen Magazine. L'équipe s'agrandit autour d'Otto Messmer et les productions s'enchaînent entre 1919 et 1921. C'est une période où Pat Sullivan s'impose comme le nom et le visage qu'on associe à Félix, c'est lui dont on raconte l'histoire dans les médias et dont on vante les mérites et le génie. C'est aussi à ce moment que les premiers litiges apparaissent, notamment en termes de propriété intellectuelle. C'est un nouveau média, donc il peut y avoir des méconnaissances sur ces sujets, et certains en profitent aux dépens d'autres. C'est comme ça que Sullivan se rend compte en 1921 qu'il ne possède pas les droits de Félix, qui revenaient entièrement à Famous Player Lasky. Il lui a donc fallu trouver un moyen de les récupérer, et pour ce faire, la légende raconte qu'il a débarqué ivre-mort au siège de la boîte, en menaçant le président et en urinant sur son bureau. Après ça, Pat Sullivan est approché par Margaret J. Winkler. C'est une jeune productrice qui plus tard deviendra une légende dans l'industrie de l'animation. Elle a notamment soutenu les autres stars du moment, les frères Fletcher, qui cartonnent avec leur série Out of the Inkwell et le personnage de Coco le clown. Grâce à elle, Félix va passer de vedette de cartoon à véritable icône de la pop culture. Très forte en communication, elle lance dès 1922 des campagnes de pub intensives et reçoit beaucoup de soutien de la presse. La machine est lancée et rapidement les Américains ne peuvent plus ignorer le chat. La même année, Félix devient le premier personnage de cartoon à avoir des produits dérivés, notamment des peluches, ce qui jusqu'ici était réservé aux personnages de bande dessinée. Et d'ailleurs, en 1923, Félix est adapté en BD, ce qui est aussi une première puisque d'habitude on faisait l'inverse. Il traverse également l'Atlantique et est tellement populaire en Angleterre qu'on lui écrit une chanson, Félix Kept on Walking, qui fait un tabac dans les music halls. Quant au film, la cadence reste élevée, avec entre 1 et 2 productions par mois. C'est une période où Otto Messmer et l'équipe du studio perfectionnent les aventures de Félix, que ce soit en termes d'animation, d'histoire, d'humour ou de traits de personnalité du chat. Et c'est hyper intéressant de voir les diverses expérimentations et les gags se mettre en place. Dans Félix Save the Day par exemple, ils mêlent habilement l'animation avec des prises de vue réelles et ils se permettent même une mise en abîme avec le générique où l'on voit la main du dessinateur s'amuser avec sa création. Les métamorphoses sont également de plus en plus variées et le fantastique a une place centrale avec un Félix qui vagabonde dans divers univers. Mais il n'oublie pas également d'être le reflet de son époque. Dans le film Félix Turns the Tide, entre deux gags loufoques, la guerre est abordée avec un réalisme glaçant
événements, probablement directement inspirés de l'expérience d'Otto Mesmer. Et dans Félix Révolte, ce sont les luttes sociales que l'on devine derrière cette histoire de chats grévistes qui en ont marre d'être mal considérés. Le problème de l'alcool et les prémices de la prohibition sont également abordés, dans Félix Finds Out par exemple. Et dans un ton plus léger, les références au monde médiatique sont très présentes, comme dans le fameux film Félix in Hollywood, où le chat s'infiltre dans le monde du cinéma de la côte ouest et rencontre de nombreuses personnalités de l'époque, comme Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, Cécile DeMille ou bien sûr Charlie Chaplin. Mais Félix est également le miroir de son époque dans sa manière de véhiculer des stéréotypes, et notamment une représentation raciste des Afro-Américains. Les années Winkler sont aussi le moment où le chara-design de Félix est retravaillé pour se rapprocher de celui qu'on connaît tous. Jusqu'ici, le chat était très anguleux, ce qui le rendait plus réaliste mais aussi plus laborieux à animer. Il va petit à petit s'arrondir et devenir plus mignon grâce au travail de Bill Nolan, un ancien protégé de chez Raoul Barré, qui va populariser cette manière de dessiner des membres de personnages comme des tuyaux, ce qu'on appelle la Rubber Hose Animation, supprimant ainsi les jointures des coudes et des genoux, ce qui facilite le boulot des animateurs et rend les postures et les déplacements encore plus comiques. En coulisses, la relation entre Pat Sullivan et la productrice Margaret Winkler est de plus en plus mauvaise. En 1924, la renégociation du contrat de Félix tourne mal, Sullivan est trop gourmand sur le plan financier, mais il est aussi agacé de voir certaines royalties sur les produits dérivés lui échapper complètement. L'histoire se finit en justice et en 1925, Pat Sullivan trouve un accord avec un nouveau distributeur en signant chez Educational Pictures. De son côté, Margaret Winkler s'en va épauler un certain Walt Disney en produisant sa série des Alice Comedies, où parfois l'influence de Félix est plus que flagrante. Entre 1925 et 1928, Félix le chat va être au sommet de son art, tant sur le plan de la popularité que de la qualité de ses films. Les campagnes promotionnelles dirigées par les nouveaux distributeurs sont si efficaces que Félix est repris à toutes les sauces. Les produits dérivés cartonnent, il devient le visage de tout un tas de publicités, et son image est reprise dans les parades, comme ici en 1927 à Thanksgiving, où il est le premier personnage à être représenté sous la forme d'un gros ballon gonflable. Il fait également des collaborations avec des célébrités, et l'armée se permet même de le peindre sur ses avions. Un autre grand moment de gloire se produit en 1928 quand la chaîne de télé NBC se sert d'une poupée Félix pour faire les tests de ses premières caméras. Bien que floue et tremblotante, l'image de Félix a donc été la première à être retransmise par une caméra de télévision. Du côté du studio de Pat Sullivan, il semble que durant cette période, Otto Mesmer prend définitivement les rênes de la partie créative, tandis que Sullivan enchaîne les voyages promos et gère le business. L'organisation et les techniques sont encore très artisanales, et même en retard par rapport à certains, mais les films brillent quand même par leur inventivité et leur fantaisie. La personnalité de Félix est aboutie, et on est loin du simple chat anthropomorphique comique. C'est désormais un alter ego, un personnage attachant, drôle, curieux, rusé, rebelle, qui porte en lui un certain idéal de liberté à l'américaine. Ses mimiques et son langage corporel deviennent cultes et seront repris de tous, comme sa fameuse démarche au moment de réfléchir, où il se met à faire des allers-retours les mains dans le dos. Comme les futurs héros de Tex Avery et de la Warner, il est aussi indestructible et insensible au danger. Et comme eux, il n'hésite pas non plus à briser le quatrième mur et à regarder les spectateurs dans les yeux pour mieux les impliquer dans ses folles aventures. L'épisode de 1928 Comic Calamities illustre ça à merveille puisque Félix y devient lui-même l'animateur. D'ailleurs, ce film se termine sur une fermeture à l'iris qui doit sûrement vous dire quelque chose. Plus que du simple divertissement, la série assume désormais sa dimension artistique et s'autorise des mises en scène plus élaborées. Je pense notamment au film Sherlock Holmes, construit autour d'un magnifique jeu d'ombre et de lumière. Et ce n'est pas non plus une coïncidence si les animateurs jouent avec les frontières de l'imagination, comme le font au même moment les mouvements surréalistes et dadaïstes. Par exemple, dans le fabuleux épisode Who's Whoopi, on suit un Félix alcoolisé, pris dans une succession d'hallucinations psychédéliques. Même chose dans Astronomeus, où il s'embarque dans un voyage cosmique et fait tout un tas de rencontres étranges.
D'ailleurs, la notion de voyage, d'exploration et d'exotisme est récurrente dans cette période du dessin animé. Il faut dire qu'en 1927, Charles Lindbergh a marqué les esprits en traversant l'Atlantique en avion, ce qui a fortement contribué à faire fantasmer les citoyens américains. C'est ainsi que Félix se balade régulièrement autour du globe, de l'Alaska à l'Afrique, en passant par l'Asie, n'oubliant pas d'amener avec lui sa vision très occidentale et cliché de l'étranger. Mais les préjugés s'appliquent aussi à la société américaine, et on peut par exemple parler du rôle des femmes dans le cartoon, qui sont au mieux des séductrices volages ou des faire-valoir, au pire des objets de moquerie. Je pense par exemple au très glauque film Bust a Bubble, où Félix fait tout pour ruiner les rêves hollywoodiens de sa maîtresse, afin qu'elle puisse rentrer chez eux et continuer à s'occuper de lui et de la maison. Comme je le disais tout à l'heure, Félix n'est au fond que le reflet de la société américaine et de ses mœurs. Certes, il se sert de l'humour pour raconter son époque, et parfois s'en moquer, mais il est rarement clivant et c'est ça qui explique en grande partie sa popularité. Félix est surtout une figure qui rassure et fait sourire. Mais alors que la gloire éternelle lui tendait les bras, le chat va être coupé dans son élan par une révolution qu'il n'a pas su anticiper, ou plutôt qu'il n'a pas voulu anticiper, contrairement à une petite souris plus maligne qui va en un éclair prendre sa place. Vous le devinez, cette révolution c'est celle du son. Jusqu'ici, comme pour le cinéma muet, la projection des dessins animés était accompagnée par un musicien qui jouait en live dans la salle. La musique servait à créer une atmosphère en donnant une certaine couleur aux péripéties ou en soulignant des émotions. Les tentatives d'ajout d'une bande sonore directement synchronisée avec le film vont apparaître au milieu des années 20, autant dans le live action que l'animation avec les studios Fletcher par exemple. L'objectif étant d'abord d'intégrer des bruitages et des effets sonores. Mais pour l'industrie et les spectateurs, le premier choc a lieu en 1927 avec la sortie du Chanteur de jazz, le premier film en partie parlant. À partir de là, on va parler de véritable ruée vers le son, et c'est dans cette dynamique que sort en 1928 l'incroyable Steamboat Willie de Walt Disney et Ub Iwerks, un film entièrement pensé pour le son et synchronisé à la perfection. Et de la même manière que Félix au début des années 20, Mickey Mouse devient une star presque du jour au lendemain. Pour autant, Félix ne disparaît pas d'un coup. Jusqu'en 1930, des films sont produits et il reste présent dans l'espace médiatique, mais il est clairement sur le déclin. En effet, Pat Sullivan, qui est de plus en plus instable et alcoolique, refuse de faire de Félix un héros parlant, et ce malgré la pression d'Educational Pictures, qui d'ailleurs rompt le contrat en 1929. Et d'ailleurs, à ce niveau, je pense que Sullivan n'avait pas vraiment tort, car Félix a été pensé pour le muet, c'est un mime, et toute sa personnalité est construite autour de ça. Le faire parler aurait profondément modifié son caractère et sa manière d'appréhender le monde. Or, c'est cette façon de tout exprimer par le langage corporel et les transformations qui l'avait rendu célèbre. Comme beaucoup de héros du muet, son obsolescence était, je pense, inéluctable. Le studio se résout néanmoins à sonoriser quelques films, mais il s'y prend à l'envers en utilisant la post-synchronisation. C'est-à-dire qu'ils ajoutent des effets après que le film ait été tourné, contrairement à Disney, qui concevait ses films en imaginant la bande-son en même temps que le dessin. Et en matière de rendu, ça change clairement la donne. Le studio de Sullivan se vide petit à petit de ses animateurs, certains prenant même le chemin de la côte ouest pour rejoindre Mickey. Walt Disney tente d'ailleurs de débaucher Otto Messmer, mais ce dernier refuse car il est trop attaché à New York pour faire le voyage jusqu'à Los Angeles. L'Empire Félix se casse la gueule doucement mais sûrement, à l'image de Pat Sullivan dont l'état et la santé mentale se dégradent, entraînant sa mort en 1933 à l'âge de 47 ans. À partir de là, Félix reviendra de temps en temps sur les écrans, mais il ne sera plus jamais un précurseur et il se contentera d'essayer de rattraper les modes que les autres ont créés. À sa mort, Pat Sullivan laisse derrière lui un gros bordel juridique et c'est son avocat Harry Kopp qui sauve ce qu'il peut en matière de royalties et de copyrights pour la famille de Sullivan en Australie.
L'image de Félix a même été menacée parce qu'il se rend compte que la plupart des accords de Sullivan avaient été faits oralement ou que même par exemple il n'avait aucune propriété intellectuelle sur la BD qui continuait d'être publiée. De son côté, Otto Messmer n'était juridiquement qu'un simple employé du studio et il ne pouvait donc rien faire non plus. Les choses rentrent plus ou moins dans l'ordre, mais comme Félix n'intéresse plus grand monde, il reste sur la touche. Enfin, il va quand même intéresser les studios Van Buren en 1935 qui contactent Otto Messmer pour ramener Félix sur les écrans avec du son et de la couleur. Messmer est déjà en retrait et il refuse l'offre et c'est Burt Gillett qui s'en charge, un animateur passé par chez Disney et qui avait notamment réalisé Les Trois Petits Cochons. Sa version de Félix est radicalement différente de celle de Messmer et cette fois c'est le chat qui s'inspire de la souris. L'influence de Disney est partout, à commencer par la personnalité et le chara-design de Félix, mignon et enfantin comme Mickey, alors que chez Messmer c'était un personnage adulte. Côté animation, on est aussi loin du côté brut et artisanal qui faisait le charme du cartoon. Ici tout est léché, fluide, les environnements sont chatoyants, foisonnants, bref c'est très beau mais ce n'est pas Félix. Lui qui avant régnait sur son petit monde et était capable de tout, ici on a l'impression qu'il est perdu et vidé de sa substance. D'ailleurs l'expérience est brève puisque seulement 3 films ont été produits. Après ce bref comeback, Félix disparaît et rate les grandes heures du cinéma d'animation ainsi que l'âge d'or du cartoon qu'il avait pourtant beaucoup influencé. Il faut attendre 1959 pour le revoir, cette fois sur un nouveau type d'écran, la télévision. Ce retour a été possible grâce à l'enthousiasme de Joe Oriolo, un dessinateur formé chez les Fletcher et co-créateur du personnage de Casper et à qui Otto Messmer avait refilé la bande dessinée quelques années plus tôt. La BD était d'ailleurs sur le déclin et pour beaucoup, le personnage de Félix était une relique du passé. Mais Oriolo est persuadé du potentiel du chat sur le petit écran et il réussit ainsi à convaincre le neveu de Sullivan ainsi qu'à trouver tant bien que mal un distributeur et un producteur. Plus de 200 épisodes sont alors produits entre 1959 et 1962. Là encore, Félix n'a pas grand chose à voir avec son aîné. Son chara-design est retravaillé, avec des jambes plus longues notamment, et une tête ronde très graphique qui lui donne un air mignon et doux. C'est d'ailleurs cette représentation que l'on connaît tous aujourd'hui. Quant au contenu de la série, il est clairement destiné aux enfants, avec des aventures et des gags simples. Félix a désormais autour de lui une galerie de personnages, comme son acolyte Petit Biquet, tandis que les rôles des méchants sont tenus par le professeur et le chien Rocky. Mais une des nouveautés marquantes est l'ajout d'un sac magique que le chat trimballe avec lui et qui se transforme selon sa volonté. Il fait écho aux anciennes métamorphoses de Félix, mais c'est aussi, je trouve, un aveu de faiblesse pour ce personnage qui, par le passé, n'avait besoin d'aucun gadget pour changer le cours d'une aventure. Au-delà de son univers, la série a également pris un énorme coup de vieux à cause de son animation. À l'époque, les budgets télé sont minuscules et ça oblige les studios à réduire au maximum les coûts. C'est l'avènement de l'animation limitée, démocratisée par les studios Hanna-Barbera et qui, comme son nom l'indique, a pour but de limiter tant que possible les phases animées en utilisant divers stratagèmes pour créer du mouvement autrement ou détourner l'attention. Et si on sait faire des choses magnifiques avec l'animation limitée, pour Félix on était clairement dans le bas du panier. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver, monsieur Félix. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché la série d'être populaire et de faire le tour du monde, permettant à Félix de toucher de nouvelles générations. De son côté, Otto Messmer travaille jusque dans les années 70 comme dessinateur pour Douglas Leigh, un entrepreneur spécialisé dans les panneaux lumineux animés, comme on en voyait à Broadway par exemple. On peut voir ça comme une manière pour lui de rester dans son domaine de prédilection, l'animation muette. Il meurt ensuite en 1983. À partir de 1970, les droits de Félix appartiennent totalement à Joe Oriolo, qui avait relancé le chat avec la série de 1959. On note d'ailleurs à ce moment-là une improbable tentative de série télé en live action qui est complètement passée aux oubliettes. Et c'est vrai que vu la gueule du truc, on se doute pourquoi. Ensuite, c'est le fils de Joe Oriolo, Don, qui va s'occuper de Félix. Il essaye ainsi de le faire revenir au cinéma avec un film en 1988, mais le résultat est raté, au point qu'il ne sort même pas en salle et qu'aujourd'hui il est encore considéré comme un énorme nanar.
Je me suis quand même sacrifié pour vous, et en effet, le film est difficilement regardable, l'animation est catastrophique, vraiment c'est chaotique, les personnages ont des mouvements très bizarres, et côté histoire ce n'est pas mieux, c'est une espèce de délire fantasy science-fiction avec du voyage dans le temps et des péripéties sans queue ni tête. Bref, même pour rigoler, c'est assez dur à regarder. Oh, Felix, I'm really going to miss you. Well, maybe there'll be another time, another dimension. Who knows? Il faut ensuite attendre 1995 pour découvrir de nouvelles aventures de Félix, cette fois à la télévision. C'est toujours Joe Oriolo qui lance le projet, mais cette fois c'est plutôt une réussite, du moins sur le plan artistique. La série s'appelle The Twisted Tales of Felix the Cat, ou Les aventures farfelues de Félix le chat en français, car elle a été brièvement diffusée sur France 2 en 1996. Dans ce show, le chat renoue avec ses racines. Le ton est clairement plus adulte, et les métamorphoses surréalistes ainsi que les gags cartoonesques sont de retour. Que ce soit au niveau de l'ambiance ou de l'animation, on est par contre dans quelque chose de totalement années 90, un peu ce style tordu, bizarre, trash, psychédélique qu'on retrouvait chez des studios comme Casquichupo ou Spumco avec Ren et Stimpy. L'esprit 90 se voit aussi très bien dans l'abondance de références et de clins d'œil méta qui font penser aux productions d'Amblin avec les Animaniacs et compagnie. Alors ce n'est pas novateur encore une fois, mais c'est super bien foutu dans la manière dont il adapte l'ADN de Félix aux tendances de son époque. La série s'arrête néanmoins au bout de 2 saisons. Puis arrive le nouveau millénaire et en 2000, le chat apparaît sous une nouvelle forme. C'est Baby Félix qui est conçu pour le Japon où il est très populaire depuis le programme de 1959. La série s'inscrit dans le délire des reboots version enfant 2 de grandes licences du cartoon, comme il y a pu y avoir avec les Looney Tunes, les Pierres à Feu ou encore Tom et Jerry. Et en 2004, Don Oriolo produit un nouveau film direct to vidéo, Felix Saves Christmas, moins laid et plus classique que Suite 88, mais tout aussi oubliable. Ensuite, Don Oriolo aurait tenté de relancer une série en 2008, mais ça n'a rien donné, et il a finalement vendu les droits du personnage à DreamWorks en 2014, et qui appartiennent maintenant à NBC depuis le rachat de 2016. À l'heure actuelle, aucun projet n'est en cours. Voilà, j'espère que ce petit aperçu de l'histoire de ce personnage vous a plu et intéressé. En tout cas, moi je la trouve assez passionnante pour ce qu'elle raconte de l'animation et de ses débuts en particulier. Alors je me suis énormément aidé de ce bouquin de John Kenmaker qui date un peu mais qui est très fourni et détaillé et on se rend compte à quel point cette histoire est romanesque, il y a des méchants, des gentils, des embrouilles, des rebondissements et de la tragédie. Alors dans ce livre il prend clairement le parti d'Otto Mesmer et ce sont notamment ses recherches qui ont permis de réhabiliter aux yeux du grand public son travail et son influence en tant que créateur de Félix. Et d'ailleurs, précisément sur la création, il y a toujours des débats pour savoir qui a imaginé en premier le chat. Je vous l'ai dit, de son vivant, Pat Sullivan s'est toujours attribué la gloire de cette création, tandis que Otto Mesmer était invisible en dehors des studios. Il était de nature plutôt passive et ce n'est qu'à partir des années 70 qu'il a commencé à clamer qu'il était à l'origine du personnage. Alors que ce soit pour le nom ou la conception graphique, il y a de nombreuses théories et analyses qui vont en faveur soit de l'un ou de l'autre, et j'ai l'impression qu'on peut juste prendre parti pour une version, faute de preuves irrévocables. Surtout que parfois ça se résume un peu à une bataille de fierté entre Américains et Australiens. La vérité doit sûrement se situer dans un entre-deux, et je pense qu'il faut surtout voir Félix comme le fruit de la rencontre entre ces deux personnalités. Mais en tout cas, il est sûr qu'ensuite c'est bien Otto Mesmer qui a été le moteur créatif, le précurseur, et dans l'industrie de l'animation, c'est lui qu'on salue et qu'on cite comme un pionnier. Là où pour Pat Sullivan, on retient surtout sa personnalité fantasque et ses dérives. D'ailleurs, une des premières personnalités à avoir rendu hommage publiquement à l'œuvre d'Otto Mesmer n'est autre que Walt Disney, dès les années 50, ce qui prouve qu'il avait conscience de la dette que lui-même et Mickey Mouse avaient envers Félix.